Bonjour Mona Braz. Bonjour Stéphane. Écoute, je suis ravi de te rencontrer pour la première fois. Donc nous sommes à Paris. Et puis on va échanger quelques instants pour que tu puisses te présenter à nos futurs festivaliers de juillet 2025. Ce sera notre troisième édition de notre festival. Alors je te connais grâce à Franck Agier de Baglis TV, qu'on doit toujours remercier pour le travail qu'il fait considérable d'exploration des domaines qui sont parfois un peu relégués dans l'ombre, et puis toutes ses connaissances sur ces sujets. Et puis donc il m'a donné vraiment envie de t'inviter pour notre troisième édition du Festival de la Merveille et des Mystères, qui aura lieu cette année, alors au même endroit, au château Le Quinor, dans le Calvados, dans le Pays d'Auge plus exactement, donc du département du Calvados. Et ça aura lieu cette année, premier week-end de juillet, du vendredi soir 4 juillet, avec l'accueil, et puis une première déjà prestation, et c'est une petite nouveauté de cette année, jusqu'au lundi matin, avec une visite d'un château très très peu connu, que je proposerai donc aux festivaliers qui seront encore là le lundi matin. Donc le thème de cette année, et c'est la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est l'imaginal, dont nous allons parler avec ta petite présentation. Donc l'imaginal, rapidement, c'est en fait un terme déjà que l'on doit à Henri Corbin, et en quelque sorte, ça nous renvoie à un imaginaire, à une imagination vraie, qui donne corps en fait à l'invisible. Et eh bien, je t'ai demandé d'intervenir dans le cadre de notre festival pour parler de deux en fait, formes, si on peut dire, d'imaginal, l'imaginal astrologique et puis l'imaginal celtico-druidique, qui correspondent à deux de tes spécialités. Je viens d'ailleurs de finir ton livre intitulé donc Initiation au druidisme, que je vais pouvoir mettre face caméra, voilà. Donc qui a été édité parce qu'il y a eu un certain succès en Oui, édition d'abord de chez Robert poche. Laffont, voilà, et maintenant chez Marabout Poche. Oui. Voilà, tout à fait. Donc je me suis régalé à le lire. Et puis donc c'est un livre dans lequel tu déploies très rigoureusement et aussi simplement la pensée druidique, celtique, qui est une pensée, c'est ce qui ressort, à la fois salutaire et très actuelle, c'est-à-dire qui pourrait bien nous aider à, donc salutaire au sens fort, à nous sortir individuellement et collectivement de l'enfer dans lequel finalement petit à petit nous glissons ou nous enfonçons. Voilà, donc je vais te laisser la parole et déjà te demander de te présenter à nos futurs festivaliers de l'édition 2025, Moda. Eh bien, merci Stéphane. Alors donc, à nos chers amis festivaliers et festivalières de 2025, qui sont peut-être fidèles justement à Mystères et Merveilles depuis la première édition, bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, je m'appelle Mona Braz, j'ai 68 ans, je suis mère de famille nombreuse, j'ai 4 enfants, 4 petits-enfants, je suis arrière-grand-mère, bon voilà. Et j'ai mené trois, on va dire, trois vies dans mon existence, et c'est peut-être pas fini. Hein, une première vie, on va dire, sœur aînée d'une fratrie de 7, puis mariée, mère de famille, etc., épouse de petits commerçants, tout en étant impliquée dans le druidisme et tout en étant impliquée dans la défense de la culture et de la langue bretonne. Et puis une autre vie suite à un divorce un peu compliqué où j'ai découvert ma foi ce métier d'auxiliaire de vie sociale, mais j'ai vu qu'une personnalité très connue, Zao de Sagazan, une autre bretonne de Saint-Nazaire, l'a pratiquée aussi avant de devenir une chanteuse connue, où j'ai fait du syndicalisme à la CGT, mais tout en étant impliquée dans le druidisme et en politique, puisque j'ai été aussi politicienne pendant 20 ans, hein, adjointe au maire au patrimoine au pluriel hein, de la petite ville de Guingamp, que tout le monde connaît de par son équipe de foot, et puis conseiller régional pendant 3 mandats. Et puis là, j'ai abandonné complètement la politique depuis la fin des derniers mandats, on va dire 3 ans, pour me consacrer. Donc je suis maintenant psychothérapeute, spécialisée plutôt en psychogénéalogie. Je suis astrologue, tarologue, et puis je continue à mener ma vie de druidesse, n'est-ce pas, que je mène depuis 1976, et plus activement depuis 1985, où j'étais initiée par Gwenland Le Squezec.
D'accord, ce dont tu parles d'ailleurs très précisément dans les Voilà, premières pages de ton livre. Parce que exactement. moi, je ne savais pas d'ailleurs qu'il y avait encore une espèce d'initiation druidique, un néo-druidisme, Oui, en quelque sorte, complètement. et qui était en fin de compte établi selon un protocole sérieux, hein, comme celui que suivent par exemple les psychanalystes. Oui, oui, c'est-à-dire il y a là aussi, euh, si on veut parler de druidisme, hein, il y a eu le druidisme historique, dont on parle dans les livres, à l'époque de Jules César, mais aussi bien avant. Ça, c'est la première période historique où le druide occupe avec le roi le pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir est bicéphale. Il y a le pouvoir sacerdotal et le pouvoir donc du guerrier, la classe guerrière étant celle qui fournit le roi, puis ensuite la classe productive, hein, ce qui a donné, on va dire, une tripartition de la société, qui est aussi celle du monde européen, bien décrite par Dumézil, qui a duré, on va dire, jusqu'à la Révolution française, avec les fameux trois États, hein, noblesse, clergé, tiers-État. Euh, il y a eu, je reviens au druidisme, après cette période, on va dire, du druidisme, qui était mêlée, hein, parce que c'était la religion du monde celtique, tant que les royaumes celtiques et la civilisation celtique ont vécu, le druidisme a vécu. Après, il y a eu la romanisation, la christianisation, la latinisation. Et là, il y a eu une drégingolade féroce, et où le druidisme a survécu au Pays de Galles, en Irlande, dans des forêts profondes, dirait-on en Gaule, voilà, et est rené de ses cendres avec l'époque médiévale où c'est revenu, le bardisme est revenu sous la forme des romans de Merlin, des romans d'Arthur, etc., jusqu'à, on va dire, jusqu'au XVIIe siècle, où le druidisme, qu'on appelle contemporain, est rené de ses cendres, tel un phénix, et où aujourd'hui on a une floraison de clairières et de bosquets druidiques, mais partout sur la planète, ce qui est un peu curieux pour des personnes non averties. Voilà, c'est qu'il y a des druides, évidemment, on va dire dans le point nodal, hein, les pays celtiques d'aujourd'hui, Irlande, Pays de Galles, Cornouailles, Écosse, Bretagne armoricaine, mais qu'à partir de là, on essaimé des groupes druidiques sur tout le reste de l'Europe, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud. La raison en est simple. Les descendants des migrants colonisateurs qui ont colonisé toutes ces zones de la planète, sans se concerter, se sont posés à un moment donné la question de leurs origines, donc européennes, les origines historiques, familiales, économiques, etc., mais aussi la question des origines religieuses. Et ils ne se sont pas arrêtés au christianisme, ils ont été au-delà. Et ils en ont tous déduit, sans se concerter, que c'était le druidisme, d'où une floraison, un peu jusqu'en Patagonie, de clairières druidiques qui se rattachent, on va dire, quand même à la même doctrine. Même si, comme dans l'Église catholique, il y a des chapelles, des manières d'interpréter, de vivre qui sont complètement différentes. Alors, la question que j'avais envie de te poser, Mona, c'est en fait, et ça va nous ramener, tu vas voir petit à petit à cette idée de l'imaginal, à ce concept de l'imaginal, c'est-à-dire comment as-tu été amené à t'intéresser et à t'engager, je dirais, en druidisme ou en astrologie. C'est-à-dire comment, en fait, ces imaginales-là t'ont-ils, en fait, aimanté, alpagué, on pourrait dire aussi, comme pour les pêcheurs, Oui, harponné. harponné. Voilà. Par quel petit détail, venant de ces imaginales-là, as-tu été troublé, hein, Jung aussi parle en fait, de la luminosité, Oui, voilà, hein, le côté lumineux. voilà, Oui. de certains symboles. Ouais. Alors, est-ce que tu te souviens et à quel moment dans ta vie tu as eu cet allumage de ces imaginales-là? Alors, étant né dans un milieu bien particulier quand même, parce que je suis né en 1956, c'est la Basse-Bretagne, tout le monde parle encore breton, le Ah oui, français, une imprégnation, donc. une imprégnation, voilà, où il est tout à fait courant dans un monde très rural de faire appel au ciel, d'insulter Dieu, même parce qu'en Bretagne on se permet d'insulter Dieu quand on n'est pas content, de lire les présages dans le vol des oiseaux, la chauve-souris, enfin un tas de choses. Pour moi, c'était quelque chose de complètement naturel. Un peu plus tard, quand j'ai grandi, je le raconte dans mon livre, j'avais la vocation religieuse, j'ai voulu devenir curé, comme le curé du village, mais j'ai découvert bien sûr que ça n'était pas possible puisque j'étais une fille, je suis devenue féministe, enfin bon, 3 points de suspension. Mais ce qui m'a vraiment attirée à la fois dans l'astrologie et dans le druidisme simultanément, c'était la question du sens
Et cette question du sens trouvait des réponses dans ces deux, on va dire, dans ces deux sciences, dans ces deux arts, dans ces deux manières de vivre, parce que ce sont deux arts de vie finalement. Et qui rattachaient en astrologie, donc on est rattaché au cosmos, mais dans le druidisme aussi. Et donc c'était une manière inclusive de me poser la question du sens de ma présence au monde, de ma venue sur Terre et de ce que ma vie pouvait être. Alors soit c'était un désastre, effectivement, si j'étais coupé des astres et de leurs messages et de leurs invitations, soit ça pouvait être, et dans ce cas-là on peut être aussi en état de sidération, hein, on va toujours cette même racine de sidéris, d'étoiles desquelles on est coupé, soit je vivais dans l'état de désir, mais au sens érotique, mais éros par rapport à Thanatos. Le désidérium renvoie en fait à l'éloignement ou à la chute voilà, d'une étoile, si je me souviens bien. Oui, donc, oui, même le mot désir nous ramène à cette connexion qui oui, est établie, toujours aux ou étoiles. qui est désaffectée, on pourrait dire, à quelque chose de plus grand que nous. De plus grand que nous, mais à quoi on est quand même relié. Oui. Et je retrouvais ça aussi dans le druidisme, puisque donc dans la cosmogonie des druides, donc la vision du monde et la vision de la création du monde, on va dire c'est une lecture du Big Bang, mais beaucoup plus poétique, hein, où il y a effectivement, le druidisme est considéré par certains comme un polythéisme, étant donné qu'il y a au moins 800 déesses et dieux différents. Donc certains disent que c'est un polythéisme, mais comme tous ces dieux et ces déesses sont rattachés à une entité unique, certains disent mais non, c'est un monothéisme, mais ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est un monisme. Et le monisme, c'est quoi? Ça va être justement cette entité qui n'est ni mâle ni femelle, ni dieu ni déesse, mais tout ensemble, de laquelle vont émerger plutôt les deux énergies principales et essentielles du départ, l'eau et le feu, hein, mais avec un E majuscule et un F majuscule, qui vont s'interféconder. Ce n'est pas le feu qui féconde l'eau, c'est une interfécondation. De cette interfécondation va naître cet œuf cosmique qui va être couvé par un signe tout aussi cosmique. Et à maturation de l'œuf, celui-ci va exploser, c'est le Big Bang. Et absolument toutes les molécules dont nous sommes construits, toi, moi, tout le monde, le ver de terre, l'herbe, ont tous le même âge. On a tous et toutes 15 milliards d'années réellement. Et donc nous portons aussi, d'un point de vue de cet imaginal, toute la mémoire du monde et tout ce désir d'expansion, de diversité, de couleurs chatoyantes, et en même temps ce désir de retour à la source. Ce sont deux désirs contradictoires. Il y a le désir d'éloignement et le désir du retour. Donc c'est finalement quelle pirogue va-t-on emprunter? Celle de l'éloignement perpétuel ou celle du retour à la source? Oui, sachant que les deux courants sont constitutifs aussi de sont constitutifs comme le yin et le yang, en tant qu'être humain et incarné. Voilà. Donc il y a une partie qui suit le cours, de toute façon, vers l'ouest, qui va vers sa dissolution fatale. Voilà. Et puis en même temps, il y a quelque chose qui peut peut-être échapper en fait, à ce processus en remontant vers le principe. Alors on tombe sur les doctrines, en fait, les zénologies des Grecs, Voilà. et puis on pense bien sûr au saumon aussi des Celtes. Et puis aussi, voilà, le saumon qui donc naît, l'alevin va naître à la source, va ensuite repartir vers la pleine mer, mais revenir se reproduire à la source. Donc c'est vraiment ce retour du saumon à la source dans le sens contraire du courant. Et le saumon est un animal sacré chez les Celtes parce que c'est l'animal qui est capable de s'éloigner de la source et d'y retourner. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu as anticipé en fait la question que j'ai te poser après t'avoir demandé qu'est-ce qui avait déclenché dans ton histoire personnelle ta connexion avec ces deux imaginaires-là. Alors donc c'est la coutume, oui, on va dire la coutume, les légendes, un bain de légendes, c'est vrai que... Voilà. Après l'astrologie, est-ce que tu avais des gens qui, dans ton entourage, pratiquaient l'astrologie? Non. C'est peut-être un peu plus tard. Non, c'est venu un peu plus tard, où j'ai découvert justement une explication... En prolongement peut-être, justement. En prolongement logique, j'ai presque envie de dire. Des rituels, de l'imaginaire. Une explication logique, presque cartésienne, qui mettait de l'ordre dans du chaos, qui donnait du sens et qui était en même temps dynamique. Parce qu'après, ce qui est important, c'est en effet d'intégrer les informations qui sont fournies par cet imaginaire archétypal. Donc à un moment donné, il y a forcément le passage à l'exploration des doctrines. Voilà. Et là, on en a un paquet de doctrines dans l'histoire de l'humanité. Il y en a énormément. Et après, il y a cette idée que tu développes vraiment dans ton livre,
des doctrines plus spécifiquement monistes qui renvoient à une vision qui est non matérialiste, puisque l'idée c'est que la vie finalement elle est créée, ordonnée, harmonisée par un principe que les Égyptiens appelaient le un, puis c'est un terme qui a été repris après par les Grecs, peut-être qu'il existait déjà aussi. Et dans monade, on va trouver monos, enfin, c'est toujours le un. Voilà, le un comme principe, pour ne pas le nommer, pour ne pas l'anthropomorphiser. Oui, pour ne pas l'appeler Dieu, dès que tu lui donnes un nom. Principe à l'origine de tout, mais qui ne meurt pas après avoir engendré ou généré ou émané les. Donc il reste, il y a une permanence de la permanence. Qui est toujours là et qui a aussi peut-être ses exigences. C'est là où on peut se rattacher à la définition de Corbin avec cette idée que l'imaginal est théophanique, c'est-à-dire qu'il est le lieu aussi de la révélation et de la manifestation et du déploiement à travers nous finalement de ce principe. Alors oui, la question que je voulais te poser, c'était nous donner un petit peu une idée des traits emblématiques de ces imaginales-là, mais je crois que tu y as répondu en donnant plusieurs. Donc, justement, est-ce qu'on pourrait enchaîner pour pas non plus pour laisser aussi un petit peu de choses à découvrir. Je pense qu'il n'y a pas de problème en juillet. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que ça ressort aussi beaucoup dans ton livre, c'est important, ce qui t'intéresse, c'est quelle information fournissent ces imaginales. Voilà, ce n'est pas des imaginales d'antan dont on a nostalgie et qu'on perpétue comme ça lors de banquets ou de réunions qui font que chacun a occupé sa journée de façon satisfaisante. Donc il y a vraiment cette idée que ça peut avoir son utilité aujourd'hui, que ça peut en fait nous aider à renaître de nos cendres. Et donc là, j'aimerais que tu me parles justement des informations qui te paraissent les plus importantes et peut-être aussi les plus exigeantes qui sont véhiculées d'une part par le druidisme et d'autre part, si on veut les différencier, par l'astrologie. Ce qui me semble que dans ton livre, on comprend que les deux sont complémentaires et n'ont pas forcément la même visée. Voilà. Tout à fait. L'astrologie est donc fille de l'astronomie, de l'observation, et ensuite de son interprétation dans une cosmovision, était utilisée par les druides déjà c'était le vocabulaire et la grammaire de la relation au ciel. Voilà, on pouvait lire dans ce ciel étoilé, immuable, dans ses formes géométriques, mais qui pour autant bougeaient. Les anciens avaient déjà observé l'appréciation des équinoxes, mais sans la nommer comme celle-là, c'est-à-dire c'est vraiment 1 degré tous les 72 ans, il faut presque 2 générations pour l'observer. Donc ils avaient déjà observé ça et ils en avaient tiré des leçons. Voilà. Mais c'était vraiment cette confiance aussi dans un côté immuable du ciel, dans lequel s'inscrivaient nos vies tellement mouvantes, fluctuantes et si brèves. Et donc il y a toujours, pour quelqu'un qui se fie à ça, une confiance justement dans cette énergie de vie et dans cet imaginal. Alors c'est vrai à la question, puisque le thème c'est l'imaginal, qu'est-ce que c'est l'imaginal finalement dans tout ça? Alors est-ce que tu as pas répondu d'une certaine façon en parlant de vocabulaire et de grammaire? Oui, aussi d'une certaine façon, mais on peut aussi, pour utiliser on va dire un vocabulaire d'aujourd'hui, imaginer que l'imaginal est un grand cloud, c'est intangible, on ne peut pas le palper, il est invisible, il est partout là en même temps. C'est un grand cloud dans lequel vont se trouver tous les archétypes du monde entier. Archétypes, on va dire, immuables, universels, mais peut-être même, là, le chemin de la discussion est ouvert aussi, peut-être de nouveaux archétypes qui vont naître. Des étoiles nouvelles naissent dans le ciel. Mais exactement, et peut-être des trous noirs qui aspirent des vieux archétypes qui peuvent renaître différemment. Donc c'est vraiment ce grand cloud qui va alimenter les imaginaires. Les imaginaires qui vont après être spécifiques à des cultures, à des civilisations, à des spiritualités, à des religions, etc. Et puis après, qui vont, donc imaginaire, qui vont focuser une personne qui aura une imagination, et laquelle imagination va pouvoir donner naissance... Oui, comme une antenne en fait, de réception. Comme une antenne quelque chose qui vient de téléphone mobile, des répétiteurs en quelque sorte. Donc il n'y a aucune gloire à avoir de l'imagination, puisqu'on n'est que le répétiteur de choses qui viennent et qui arrivent, et qui transitent et qui sont ensuite restituées. Alors après, ces répétiteurs
peuvent restituer la parole juste, vraie, avec l'intonation, et peuvent aussi complètement métamorphoser, hein, mal traduire, ou déformer. déformer le message. Mais ça peut être un message sous forme de musique, sous forme de peinture, sous forme de texte, sous forme de paroles, d'incantation. Là, le champ est libre, mais c'est quand même très souvent, on va dire, singularisé à travers justement une civilisation qui a sa manière de voir le monde, une spiritualité qui va être reliée à une civilisation, et puis aujourd'hui où on a vraiment un grand bousculement de tout ça, et où il y a une interpénétration de beaucoup de symboles. Le symbole fait aussi partie de ces archétypes. C'est aussi un brassage qui nous invite aussi à rebrasser des choses qui étaient peut-être un peu sclérosées, hein, et donc à nous renouveler, ouais, à renaître. Oui, qui quelque sont trop part. figés finalement dans le vocabulaire et la grammaire. C'est-à-dire que le problème de vocabulaire et grammaire, ça peut renvoyer après à un texte qui se fiche, se pétrifie, et finalement et qui perd le n'est plus contact vivant. avec l'information vivante. Voilà, alors que l'archétype, il est vivant, la tradition, elle est vivante, donc elle accepte, elle ne bouge pas dans son principe, parce qu'il est bien question de principe. Par contre, elle va s'adapter au contexte, à l'évolution et à l'évolution de l'humanité. Et elle va lui permettre à l'humanité dont nous sommes d'évoluer elle aussi. Et donc, comment ça, qu'est-ce que nous disent en fait ces informations? Parce que c'est pas quelque chose qui est passif, hein, qui ne correspond pas avec le mot information. Hein, il y a quand même l'idée de presque d'intrusion, hein, formation Oui, voilà, par impulsion. Voilà. Donc, quels sont justement, je crois que ça ressort beaucoup quand tu parles du druidisme, quand même des exigences de cet imaginal. D'autant plus quand on a eu tendance à s'éloigner de toute justement information qui vient des dimensions supérieures à celles de notre seul fonctionnement social. Voilà, complètement. C'est de retrouver justement ce lien, hein, cette relation à l'invisible, à l'intangible, mais qui pourtant baigne dedans. On est comme le pruneau dans l'armagnac, on en est imprégné sans nous en rendre compte. Sauf que certaines personnes peuvent avoir aussi, on va dire, une carapace tellement épaisse ou un parapluie ouvert, ce qui fait que toutes ces informations qui nous viennent, eh ben, le parapluie leur interdit d'atteindre la personne. Je trouve ça dramatique. Oui, quoi. tout à fait, oui. Et donc, c'est pour ça que je dis aussi, laissons-nous détremper sous la pluie qui tombe, parce que ça nous permettra de recevoir tout ça. Alors, les informations, après, elles sont à la fois, plus elles sont simples, plus elles sont exigeantes. J'ai construit mon livre là, sur une triade druidique qui est la plus connue, parce que même César la cite, qui est celle-ci: honore les dieux, dieux et déesses, bien sûr, ne fais pas le mal, sois courageux. C'est tellement simple qu'on se dit, ouais, bof, et alors? En même temps, c'est très concret, très En même pragmatique. temps, c'est très concret et en même temps, c'est très ouvert. C'est-à-dire, c'est pas figé, c'est pas dogmatique. C'est pas punitif. C'est pas sclérosé. C'est on va dire, une approche de la responsabilité et d'un monde dans lequel on a une attitude active et responsable. Et la conscience aussi. Hein. Mais voilà, Ça forcément. ramène à être d'abord conscient de ce que l'on vit. Voilà. Mais déjà, honore les dieux et les déesses. On ne nous dit pas, va à la messe tous les dimanches, fais ceci, fais ça. C'est vraiment. Alors, c'est pas open bar pour autant. Hein. Oui. Voilà. C'est honore les dieux. L'essentiel est d'honorer les dieux. Mais chacun à sa manière. On peut être chrétien aussi et puis être complètement dans cette logique-là. Hein. Et ça peut être aussi dans l'observation, la contemplation de la nature, parce que la nature est très importante. Mais tout à fait, la nature est très, J'ai beaucoup très aimé le importante. chapitre sur les arbres, par exemple. Parce que, pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où on a été tellement imprégné de cette vision du monde, on va dire chrétienne. Hein. Donc, c'est-à-dire les religions du livre, et qui sont aussi des religions du désert, étaient antinomiques avec la religion des druides, qui était une religion où on était une religion inclusive. Nous faisons partie de la nature. Nous ne sommes pas ni à côté ni au-dessus, donc ça ne nous donne absolument aucun droit dessus. Sinon, le droit justement de l'observer et de l'honorer. Et à travers elle, d'honorer les dieux et les déesses qui ont permis qu'elle soit là. là. Et la nature telle qu'il la pense, en fait, c'est déjà en fait une nature imaginale. Oui, et complètement. en fait, eux sont dans cet imaginal et donc perçoivent la relation entre les êtres de l'intérieur de cet imaginaire. Oui. Pour ça, on pourrait dire aussi que c'est un ésotérisme au sens mais complètement d'intériorité du terme. Voilà, complètement. Et puis, si on va par là, cette vision du monde aussi des druides, mais qu'on va retrouver en astrologie, alors ça n'est pas la réincarnation, hein, qui est quelque chose de bien défini, c'est autre chose qui s'appelle la métempsychose, qui est quand même un peu différent, c'est-à-dire que c'est la transmigration de l'âme. L'âme, donc la monade individualisée, qui doit absolument vivre absolument tous les états
Alors déjà, les états terrestres, il y en a énormément, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, le divin, avant de pouvoir passer à autre chose. Mais c'est immense comme champ d'expérience et d'intégration. Et donc, ça n'est pas non plus linéaire. On peut retourner en arrière selon ce qu'on n'aura pas compris. Ça n'est pas punitif en aucun cas. Hein. C'est vraiment des notions d'apprentissage. Et il y a un droit aussi à l'erreur. Hein, Mais justement, c'est ça. De cette idée de Le droit à l'erreur avec la possibilité de réparer ces erreurs. Et la vie aurait cette fonction de réparer ces erreurs pour s'améliorer. C'est-à-dire qu'on quitte le registre dans lequel on a quand même baigné, y compris les plus grands des athées ici, le registre du péché. Le péché qui amène donc la notion de culpabilité, de culpabilisation, et ensuite la notion de punition. Hein, c'est vraiment les trois étages. C'est un péché qui ne peut pas vraiment être racheté en plus. Voilà. Tandis que dans cette logique de la vision des druides, alors la notion de péché n'existe pas. C'est pour ça que la christianisation a eu beaucoup de mal. C'est la notion d'erreur. On peut tous commettre des erreurs, y compris celle de commettre un crime. Hein. Mais la notion d'erreur implique la notion de responsabilité. On est responsable de toutes nos erreurs. Et cette notion de responsabilité implique non pas la punition, mais la réparation. Donc c'est beaucoup plus ouvert et on quitte ce registre punitif qui en plus est un empêchement. Et puis là, ça rejoint aussi les philosophies qu'on appelle les énologies, et notamment le néoplatonisme, avec Plotin, que j'adore, qui rappelle qui pense en termes de privation boni, le mal, en fait, c'est un éloignement du bien. Mais complètement. Voilà, c'est pas, complètement. En fait, Et ne fait pas le mal, hein, on va dire le deuxième segment de la triade, on ne dit pas fais le bien, on dit ne fais pas le mal, mais on ne définit pas ce qu'est le mal. Oui. Donc cesse de faire des erreurs. Mais exactement. Cesse d'être aveuglé et de pas avoir et de conscience t'éloigner de l'harmonie des choses, observe la nature. Mais il y a le droit à l'erreur. Donc le droit à l'erreur, on peut commettre le mal parce qu'à 5 ans, forcément, on n'a pas la même conscience qu'à 15 ans, qu'à 25 ans, qu'à 68 ans. Et donc effectivement, c'est aussi cette notion de progrès, d'évolution. Puis notre champ de conscience en tant qu'humain est quand même et qui s'élargit. limité, borné. Voilà. Et un champ de conscience qui s'élargit forcément au fur et à mesure de ces expériences. Et puis enfin, sois courageux, effectivement, pour honorer les dieux, pour ne pas faire le mal, pour oser réparer, il faut un peu de courage. Et puis, on va dire que c'est une doctrine qui s'applique plus que jamais à l'époque actuelle, parce qu'on est en pleine mutation climatique, politique. Oui, il y a beaucoup de perturbations des flux extérieurs, donc c'est difficile de retrouver son ordre de telles tempêtes. Énormément, et donc on doit continuer à honorer les dieux et à respecter ceux qui honorent les leurs, même s'ils ne sont pas les mêmes. Ne pas faire le mal, Oui, et sois courageux, c'est, comme disait Rimbaud, tenir le pas gagné. Et voilà, exactement. Là, on a vraiment un champ d'expérience et d'apprentissage qui est formidable et qui est ouvert à tout le monde. C'est gratuit. Les seules monnaies de paiement, c'est le courage, la volonté de ne pas faire le mal et puis celle d'honorer les dieux. Donc c'est une vision du monde qui est vraiment très enthousiasmante et en fait parfaitement d'actualité et qui est rénovante. Hein. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Bona, voilà une petite intervention, mais qui a déjà suivi plein qui nous met déjà dans le voilà, qui nous met un petit peu dans le bain de la bouche, j'espère. Voilà. Tu vas nous apporter.